Merci beaucoup à Monsieur le Président pour cette introduction. Donc, le sujet est cadré. Donc oui, la cybersécurité. Bienvenue à tous, bienvenue à nos invités. Donc c'est un séminaire sur la cybersécurité organisé par la Chambre de commerce britannique au Maroc. Pour parler avec nous, nous allons avoir Madame Neza Losby, responsable du département sécurité informatique de Bank of Africa. Nous avons d'ailleurs déjà Monsieur Mohamed Moussa, directeur des systèmes d'information au ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Nous avons la participation de Monsieur Gilles Réan, qui est directeur de l'innovation de Business Innovation Director chez HPS, et Monsieur Martin Aulette, responsable de la cybersécurité et directeur chez Templar Executive et Maritemex. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et les premières questions vont aller à Monsieur Mohamed, bien sûr. On va avoir besoin de savoir quels sont les principaux enjeux et défis auxquels sont confrontées les banques en matière de cybersécurité avec la numérisation croissante de leurs services. Merci. Bonjour, Monsieur le Président de la Chambre de commerce britannique au Maroc. Bonjour, chers panélistes, mesdames et messieurs. Premièrement, bon Ramadan. Je remercie tout d'abord les représentants de la Chambre de commerce britannique au Maroc de m'avoir invité à participer à ce webinaire important par la thématique, par la qualité, la diversité de ces intervenants. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord d'apporter quelques informations et éclaircissements sur un certain point lié à ce sujet de dématérialisation, de développement des services numériques connus au Maroc depuis longtemps. Comme vous le savez, le Maroc a commencé le processus de développement de l'administration électronique ou bien le développement des services en ligne depuis les années 90 à travers plusieurs stratégies. Je citerai la stratégie Maroc numérique ou bien la stratégie e-Maroc 2010 préparée en 2005, le plan Maroc numérique 2013 préparé en 2009 et la stratégie Maroc digital 2020 préparée en 2016. Et actuellement, le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration est en cours d'approbation de sa stratégie Maroc numérique 2030. C'est à travers ces stratégies, différentes stratégies que connaît le Maroc, plusieurs institutions et lois ont été adoptées. Je citerai quelques-uns qui ont en relation avec le sujet de la thématique de ce webinaire. En 2009, il y a eu la création de la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel à travers la loi 0908 et aussi la création de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, la DGCC, qui est créée en septembre 2011. Cette direction est rattachée à l'administration de la défense nationale et parmi ses missions, entre autres, le coordonner les travaux interministériels en relation à l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière de la cybersécurité, veille et l'application des directives et orientations de comités stratégiques en relation avec la sécurité des systèmes d'information, proposition des normes, des règles spécifiques à la sécurité des systèmes d'information, le développement d'expertise scientifique, technique dans le domaine de la cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information, assurer le veille technologique et anticiper la résolution de certains problèmes. Et au sein de cette direction, un centre qui est similaire à une direction a été créé. C'est le centre de veille, MACERT, centre direction de gestion de veille et détection des réponses et des attaques d'information, c'est le MACERT. Ce centre est chargé de la mise en œuvre en relation avec les autres administrations et le secteur bien sûr privé, les systèmes de veille, de détection d'alerte, des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de l'État et de la coordination et la réaction de ces événements. Et en 2012 aussi, il y a eu la publication de la stratégie nationale en matière de la cybersécurité. Donc, tout ça, c'est une introduction pour
nous rapprocher à répondre à cette question qui sont les enjeux et les défis dans lesquels sont confrontés les banques en matière de la cybersécurité avec la numérisation croissante de leurs services. Comme vous le savez, avec les évolutions technologiques plus rapides, tous les domaines, y compris bien sûr les digitales, les usagers et les citoyens sont devenus, dans le monde, c'est pas au Maroc, dans le monde entier devient très exigeant et suivent ces évolutions avec toutes les organisations publiques et privées ont été appelées à répondre à leurs besoins, les besoins des clients et suivre ces évolutions technologiques dans lesquelles les usagers veulent bénéficier des services plus rapides, plus efficaces, moins coûteux, plus sécurisés aussi. Les banques en tant qu'entreprise bien sûr privée qui délivrent ces services à leurs clients à procéder à la digitalisation et la numérisation de leurs services bancaires. Donc, au-delà de se déplacer, les clients de se déplacer à la banque pour bénéficier des services qui sont offerts à la banque sont maintenant devenus à bénéficier de ces services à travers la numérisation, peuvent bénéficier de ces services soit en ligne à travers des applications en ligne du portail ou bien des applications mobiles. Donc, cette numérisation croissante des services bancaires au Maroc s'accompagne des défis importants en matière de cybersécurité, tels que l'augmentation des cyberattaques et sophistication des menaces. Donc, c'est un problème dans lequel les défis à relever par les banques qui doivent répondre à ces menaces, multiples attaques de phishing, de ransomware, dans les injections SQL, dans les différentes applications. Donc, le ciblage accru des banques en raison de la valeur des données qu'ils disposent. Pourquoi les banques sont le plus ciblées par ces attaques? Parce qu'ils disposent d'un certain nombre de données critiques, sensibles, que ces personnes peuvent posséder ces données. L'attaque la plus sophistiquée est difficile à détecter dans certains cas. La protection des données sensibles, c'est un défi aussi à soulever par les banques qui doivent mettre les mesures nécessaires pour protéger ces données sensibles qu'ils disposent. Donc, ils peuvent risque de fuite de données de clients, soit les comptes bancaires, soit les informations personnelles. L'impact sur la réputation et la confiance des clients en cas de faille de sécurité. Donc, c'est une banque a été attaqué ou une fuite de données qu'il a subie. Donc, les clients perdent la confiance de cette banque. C'est la réputation de la banque qui a été touchée. L'obligation de la réglementation stricte en matière de protection des données. Troisième point, c'est le défi lié à la sécurité des infrastructures et des applications numériques. Donc, les vulnérabilités des systèmes d'information informatique augmentent. Donc, les applications bancaires aussi les applications bancaires mobiles aussi sont au défi de cette attaque. Les risques de piratage, d'exploitation des failles de sécurité, la nécessité de maintenir une infrastructure informatique robuste de sécurité, c'est un défi aussi. La gestion des entités d'accès, l'authentification forte, puisque toutes les applications développées pour les clients de ces services banques doivent renforcer l'authentification à travers plusieurs mécanismes, le contrôle d'accès des données sensibles et la prévention des intrusions, lutte contre la fraude aussi, c'est un défi à soulever, la conformité aux réglementations, comme je citais au début, donc il y a le Maroc a développé plusieurs réglementations sur l'aspect de la protection des données sensibles, sur l'aspect de la cybersécurité, j'en passe, j'ai cité tout à l'heure la stratégie nationale en matière de la cybersécurité en 2012 qui a été élaborée par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information en collaboration avec les différents ministères. Et aussi, un autre défi, c'est la sensibilisation et la formation des employés. Comme vous le savez, la plupart des attaques proviennent de l'interne. Ce sont des statistiques qui ont été ciblées ce point-là, qui dit que toutes les attaques ou les failles de vulnérabilité ont été soulevées ou ont été entamées depuis l'interne. Donc, c'est pour ça la sensibilisation, la formation des employés, c'est un facteur important au niveau des banques. L'innovation et l'adaptation. Donc, les banques aussi étant amenées à innover dans leurs dernières technologies et les solutions de cybersécurité, adapter leurs mesures de sécurité nouvelles
menaces et vulnérabilités. On parle maintenant des blockchains, on parle de l'IA. Il faut bénéficier, les banques bénéficier de cette nouvelle technologie. La collaboration et le partage d'informations entre les différentes banques et les institutions en relation avec les autorités, bien sûr, les autorités en charge de la cybersécurité au Maroc, ainsi que bien sûr les entités en charge du volet institutions financières. Donc, les banques doivent prendre une mesure proactive pour protéger leurs données et leurs systèmes contre les cyberattaques en investissant dans des solutions de sécurité robustes, en adoptant des cultures de cybersécurité. C'est pour ça que les banques peuvent minimiser les risques de sécurité, garantir la confiance de leurs clients. Je citerai quelques propositions pour relever ces défis. Mettre en place des stratégies, des normes, des standards et des normes à l'interne. Investir dans les technologies de cybersécurité de pointe. Former et sensibiliser les employés aux risques de cybersécurité. Mettre en place des procédures de surveillance pour répondre aux différents incidents. Collaborer avec les autorités, institutions financières pour lutter contre la cybercriminalité. Donc, voilà quelques points pour répondre à votre première question. Merci beaucoup, Si Mohamed. Alors, on a encore d'autres questions maintenant que vous avez cadré les enjeux. Quel est le rôle de l'organe gouvernemental en charge de la sécurité des systèmes d'information dans le renforcement des normes de cybersécurité au Maroc, dont vous venez de nous parler, et notamment avec les nouvelles réglementations que vous aviez évoquées? Alors, comme je viens de citer au début, donc l'entité gouvernementale en charge de la sécurité des systèmes d'information au Maroc, c'est la Direction générale. Et en 2011, c'est la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information qui est rattachée à l'administration de la défense nationale. Donc, cette direction joue un rôle essentiel pour le renforcement de la sécurité, des normes de cybersécurité au Maroc au niveau institutionnel, au niveau département ministériel, au niveau aussi banque, et tous les systèmes d'ordre vital. Donc, je dois jouer un rôle important pour sécuriser les systèmes d'information d'une manière générale, y compris les systèmes d'information d'ordre vital, y compris les systèmes d'information banque. Son action s'articule autour de plusieurs axes, notamment l'élaboration de la stratégie nationale de la cybersécurité que je viens d'évoquer tout à l'heure et doit y accompagner les différentes institutions publiques et privées pour le comprendre, pour la mise en œuvre, y compris les systèmes d'information d'ordre vital. La mise en place d'un cadre juridique réglementaire qui a été élaboré à partir des lois et les décrets en afférent qui expliquent et complètent ces lois. La sensibilisation et l'information et la formation des acteurs publics et privés, comme vous le savez, donc la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information organise plus mal des sessions de sensibilisation, des formations au profit des responsables de la sécurité des systèmes d'information au niveau des administrations publiques pour les inciter à mettre leur niveau de connaissance et d'expertise en matière de la cybersécurité. Donc, aussi la collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux. Donc, aussi la promotion, la recherche et le développement en matière de la cybersécurité. Donc, si on peut citer autres mécanismes pour renforcer les normes de cybersécurité au Maroc, donc si on jetait un coup d'œil sur le site de la DGCC, il a mis en place pas mal des guides et aussi des référentiels pour accompagner ces institutions, soit publiques, soit privées, y compris les banques, pour s'aligner et pour appliquer ces règles et ces normes et ces standards en relation avec la cybersécurité. Je citerai quelques-uns, les référentiels de qualification des prestations d'audit de sécurité des systèmes d'information, la directive nationale, la DNCC, la directive nationale de la sécurité des systèmes d'information, référentiel de vérification de la sécurité des applications et référentiel de gestion des incidents de cybersécurité, modèle, un guide pour l'évaluation de la maturité de la sécurité du cycle de vie de développement de logiciels, guide d'homologation des systèmes d'information. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs qui ont été partagés et mis en place pour accompagner les différentes institutions publiques et privées à s'aligner avec les différentes règles et normes et standards en relation avec la cybersécurité.
Merci, merci beaucoup. Mais alors, la question suivante, du coup, c'est vraiment, c'est, il y a eu plusieurs accords de coopération bilatérale qui ont été conclus avec des pays amis, des pays frères, dans le domaine de la cybersécurité. Quels sont les objectifs et les ambitions de ces accords bilatéraux entre le Maroc et ces différents pays partenaires, si je puis dire? Alors, le Maroc a conclu plusieurs accords de coopération bilatérale en cybersécurité avec des pays amis au Maroc, pays amis et frères tels que la France, les États-Unis, l'Espagne et d'autres, les pays de l'Union européenne. Donc, ces accords, sûrement qu'il y aura un impact qui vise à renforcer la collaboration et le partage d'informations, parce que tous les pays ne sont pas à l'abri de ces attaques criminelles, de ces attaques en relation avec la cybersécurité. Donc, il fallait renforcer, collaborer et le partage d'informations. Les accords encouragent le partage d'informations sur les menaces, les vulnérabilités cybernétiques. Ils permettent également de mutualiser l'expertise, les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et aussi développer des capacités humaines. Donc, les accords prévoient la mise en place de programmes de formation, d'assistance technique pour renforcer les capacités des institutions nationales en matière de cybersécurité. Il encourage également la recherche, le développement des solutions innovantes en matière de cybersécurité. Aussi, ces accords permettront de lutter contre la cybercriminalité. Les accords visent à renforcer la coopération entre les autorités chargées de l'application des lois contre la cybercriminalité. Il prévoit également l'entraide judiciaire en cas d'incident cybernétique et promouvoir aussi la confiance numérique. Les accords visent à renforcer la confiance des citoyens et des entreprises dans l'économie numérique. Ils contribuent à créer un environnement numérique plus sûr et plus stable. Les ambitions du Maroc à travers ces accords et ces conventions, si ambitionne le Maroc de devenir un hub régional en matière de cybersécurité, comme prévoit le nouveau modèle de développement au Maroc. Il prévoit de mettre du Maroc un hub régional en matière de digital et aussi en matière de cybersécurité. En Afrique, le Maroc, c'est classé souvent des classements. C'est le premier en Afrique en matière de sécurité. Le pays souhaite également jouer un rôle actif dans la promotion de la cybersécurité au niveau international. Donc, c'est parmi les ambitions que vise le Maroc à travers ces accords et à travers ces conventions bilatérales entre le Maroc et les pays amis et frères. En conclusion, le Maroc, ou bien les accords de coopération bilatérale en cybersécurité constituent un outil important pour le Maroc pour renforcer ses capacités nationales en matière de cybersécurité, pour coopérer avec ses partenaires internationaux pour lutter contre les menaces cybernétiques. Ces collaborations permettront au Maroc de bénéficier de l'expertise et des ressources des partenaires internationaux pour renforcer sa sécurité numérique. Merci beaucoup. Et alors, quelles sont les démarches pour soutenir le secteur bancaire et pour obtenir une meilleure gestion de risque, en fin de compte, puisque du point de vue du banquier, nous parlons de risque, hein. Bon, de votre point de vue aussi, mais c'est... Alors, je peux dire que la première partie, c'est le renforcement, bien l'application des différentes lois et les stratégies et normes et standards en relation avec la cybersécurité. Il fallait le renforcement, la mise en place des normes standards de sécurité, donc le renforcement des sanctions en cas de non-respect réglementaire. Donc, c'est un point aussi qui peut être important pour renforcer et soutenir le secteur bancaire. Développement des compétences et la sensibilisation aussi, c'est un point important parce que c'est l'humain qui intervient dans ce volet-là. Donc, il fallait renforcer et développer les compétences en matière de domaine de sécurité et de cybersécurité. Mettre en place de programmes de formation pour les employés des banques, lancement des campagnes de sensibilisation auprès du grand public aussi qu'il intervient. Le grand public, c'est un acteur aussi qu'il peut interagir dans les services en ligne, donc il fallait les sensibiliser parce que un citoyen qui bénéficie d'un service bancaire
qui utilise une application mobile ou s'authentifier à travers une application web pour y accéder à ses banques, peut recevoir un faux message et faire l'introduire. C'est une faille de sécurité impacte les services bancaires. Donc, il fallait aussi jouer sur ce volet de campagne de sensibilisation auprès du grand public. Investissement aussi sur les nouvelles technologies de sécurité. Donc, les banques sont amenées à adopter des solutions de sécurité de pointe parce que l'évolution technologique maintenant avance rapidement et peut-être que aussi les banques doivent suivre cette évolution en adoptant des différents matériels et solutions logicielles de pointe en relation avec qui leur permettront de protéger leurs solutions solutions de sécurité. La mise en place de systèmes de détection et de réponse aux incidents. Donc, c'est ça ce que j'appelle, je citais tout à l'heure, la proactive. Les banques doivent être proactives au début avant d'avoir subissent des incidents de sécurité. La collaboration et le partage d'informations aussi, c'est un point important. Il fallait renforcer la collaboration entre les banques et les autorités publiques, soit la Banque du Maroc, soit la DGCC, Macert, etc. Sachant que Macert joue un rôle important d'alerte, de veille, il publie les alertes, il publie aussi les bulletins d'information, joue son rôle son rôle comme organe de proactive et de veille. Donc aussi l'adoption d'une culture de gestion du risque, intégration de la gestion du risque dans la stratégie et les opérations des banques. C'est un point qu'il fallait prendre en considération. Mise en place d'une gouvernance des risques efficace. Donc, si je peux conclure, donc le soutien du secteur bancaire et la meilleure gestion des risques au Maroc nécessite une approche multidimensionnelle qui combine le renforcement du cadre juridique et réglementaire, le développement des compétences et de la sensibilisation, l'investissement dans la technologie de sécurité, la collaboration et le partage d'informations et l'adoption d'une culture de gestion des risques. Et merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous allons passer maintenant à notre invité Monsieur Gilles Réan. Qui est donc, je le rappelle, directeur Business Innovation chez HPS. Comment HPS Maroc collabore-t-elle avec les institutions financières pour renforcer leur posture de sécurité et protéger leur système contre les cyberattaques, dont M. Moussa vient de nous expliquer qu'elles sont nombreuses et variées. Ah, c'est certain, effectivement. Tout d'abord, merci Monsieur Kalami, Ramadan Karim à tous et à toutes. C'est un plaisir de participer à cette table ronde aujourd'hui accompagné d'un panel aussi prestigieux. Je vais faire un bref rappel, rappeler peut-être à ceux et celles qui ne connaîtraient pas HPS. HPS aujourd'hui est une multinationale marocaine, est un éditeur de solutions de paiement électronique que nous fournissons à des institutions financières un peu partout dans le monde, dans plus de 90 pays. Mais nous sommes également ce qu'on appelle un processeur, c'est-à-dire que nous exploitons pour le compte de ces institutions financières ce service à leur place. Et donc, il est évident que nous sommes au centre des risques en termes de sécurité et nous collaborons avec les institutions financières au Maroc et ailleurs. Je voulais aussi reparler très rapidement du paiement électronique. Qu'est-ce que c'est que le paiement ? Le paiement, c'est rien de plus que obtenir un consentement explicite et éclairé d'un client payeur pour une opération d'achat et transmettre ce consentement de manière sécurisée et confidentielle aux différentes institutions financières impliquées et le transmettre de manière transparente, fluide et sécurisé. Donc, on voit que la sécurité est un élément primordial du paiement électronique. De manière générale, dans le monde, des milliers d'entreprises malheureusement se font attaquer chaque année, que ce soit des banques, que ce soit des commerçants. Se font pirater, résultant en des dizaines de millions de numéros de cartes qui sont
vendus et revendus sur ce qu'on appelle le dark web, cette espèce d'internet un peu sombre dans lequel des opérations illicites se passent, pour pouvoir ensuite être utilisés par des personnes mal intentionnées ou des entités mal intentionnées afin d'effectuer des opérations de fraude. C'est pour ça que parfois vous avez des opérations qui apparaissent sur vos comptes que vous n'avez pas initiées. Évidemment, c'est quelque chose que HPS et que toutes les entités impliquées dans la monétique cherchent à lutter contre. Alors, je voudrais donner une réponse en deux parties. La première concernant HPS Switch, qui est l'infrastructure des marchés financiers au Maroc, responsable des échanges autour des paiements monétiques, donc des paiements de cartes, mais également des paiements mobiles, les paiements wallet, l'écosystème Maroc Pay qui a été lancé il y a 6 ans maintenant. Donc, comme je disais, HPS Switch est une infrastructure critique qui participe régulièrement à des réunions sous l'égide de la Banque centrale pour identifier les menaces et améliorer la réponse globale et la résilience de l'ensemble de la place financière marocaine. Par ailleurs, HPS Switch collabore avec les autres infrastructures financières marocaines, que ce soit ce qu'on appelle les acquéreurs, donc les institutions financières en charge de l'acceptation des paiements, mais également les banques émettrices, en cas d'incident, pour pouvoir répondre de manière la plus efficace possible à ces incidents. Je voulais également donner le pendant de HPS Solutions, qui est mon employeur actuellement et pour lequel je travaille dans le cadre, comme vous l'avez dit très justement, de l'entité Business Innovation. HPS Solutions, notre travail, c'est de fournir, créer et développer un logiciel, le concevoir directement chez nous avec nos ingénieurs, développer ce logiciel, le vendre aux banques, comme je le disais, marocaines, mais également internationales. Et ensuite l'installer chez les banques qui souhaitent l'exploiter elles-mêmes ou l'opérer pour les banques qui souhaitent nous sous-traiter l'exploitation de ce logiciel. Évidemment, nous fournissons un certain nombre de recommandations d'exploitation sécurisée et la sécurité, les risques de cyberattaque et de fuite des données sont pris en compte durant tout le cycle de vie de ce logiciel, de sa conception, du développement, durant son installation et son exploitation. Alors, nous avons un organisme international qui a été créé il y a à peu près une vingtaine d'années, qui s'appelle PCI dans le monde de la monétique, qui a pour but, je vais le faire très très simple, bien que ce soit, vous vous en doutez bien, des contraintes complexes, qui a pour but de sécuriser les données de la carte de paiement. Pourquoi sécuriser ces données? Pourquoi sécuriser ces 16 chiffres qui sont au devant de votre carte plastique? C'est pour la simple raison que si elles tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent être utilisées pour effectuer de la fraude, ce que évidemment personne ne souhaite. Et donc PCI a sorti un certain nombre d'abord de recommandations puis d'exigences au cours des années, avec un certain nombre de nouvelles versions de manière périodique pour le développement et pour l'exploitation des logiciels et des services de manière générale de paiement électronique. Alors, il faut évidemment sécuriser les données qui sont stockées, donc ce qu'on appelle les données en anglais at rest, les données qui sont transmises via différents mécanismes. Ça peut être du chiffrement de bout à bout, ça peut être ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire qu'on va remplacer ces données critiques par des identifiants équivalents, mais qui, eux, ne sont pas à risque, etc., etc. Et donc, comme je le disais il y a quelques instants, notre logiciel est certifié PCI Software Security Framework, qui est la dernière version des certifications PCI. Et donc, durant tout le cycle de vie, nous gardons ces contraintes en tête. Nous efforçons de faire du développement sécurisé. Nous formons nos ingénieurs à la sécurité dès leur arrivée. Nous les sensibilisons au risque d'intrusion. Nous avons des formations obligatoires au sein de HPS à cet effet. On met en place un logiciel qui garantit le chiffrement, la tokenisation. Puis lorsqu'on installe ce logiciel chez nos clients, ce qu'on appelle du on-premise, nous formons nos clients, nous les sensibilisons aux bonnes pratiques, soit dans de la documentation, soit directement via des formations
d'information. Et puis ensuite, lorsqu'ils exploitent eux-mêmes ce logiciel, nous les assistons durant toute la phase de maintenance. Je parlerai tout à l'heure, peut-être dans une question ultérieure, de la partie où c'est nous qui exploitons le logiciel pour le compte de nos clients. Et je voulais très rapidement passer sur un dernier point, parce que je sais que nous avons un délai court aujourd'hui et je dois laisser un petit peu de temps pour mes confrères. L'évangélisation, je pense que M. Moussa l'a dit également, est un élément qui est important. On a parlé de la sensibilisation interne, la sensibilisation des clients, mais également de la population de manière générale. HPS Switch, par exemple, a participé à plusieurs reprises à des campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques de paiement, que ce soit le paiement en face à face lorsque vous êtes face à un commerçant ou le paiement sur Internet. Monsieur Moussa a parlé des risques de phishing par SMS, mais également des sites web qui sont frauduleux, etc., etc. Et donc, nous avons participé à ça avec nos partenaires et nous continuons à le faire de manière régulière. Alors, précisément, vous parlez des bonnes pratiques. Quelles sont les meilleures pratiques que les banques marocaines peuvent mettre en œuvre pour se conformer aux réglementations en matière de sécurité et puis les réglementations telles que GDPR et PSD2, qui, bon, pour moi, sont des acronymes peut-être un petit peu compliqués, mais qui, je crois, sont clés dans le domaine. Très juste, très juste. Alors, on a parlé de tout ce qui était sécurisation des données de la carte. RGPD et DSP2, on peut en parler également. Le RGPD, c'est une réglementation européenne, la réglementation générale sur la protection des données qui a été mise en place il y a quelques années. L'idée de base, c'est vraiment d'imposer aux entreprises de tout type et de toute taille, de garantir la bonne protection des données et le bon suivi de la data pour les utilisateurs finaux. On va parler de la DSP2 dans quelques instants, mais effectivement, pour tout ce qui est protection des données, M. Moussa l'a rappelé il y a quelques instants, le Maroc dispose déjà d'une loi pour la protection des données à caractère personnel, c'est la loi 0908 qui aborde les concepts de finalité de traitement, de recueil de consentement, de droit des personnes à la rectification, à l'opposition, et impose aux différents responsables de traitement des données des différentes entreprises de sécuriser ces données à caractère personnel, celles qui sont manipulées. Et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, la CNDP, effectue régulièrement des contrôles au Maroc. Nous, chez HPS, évidemment, que ce soit les données clients, parce qu'effectivement, à chaque fois que vous effectuez une opération, à chaque fois que vous effectuez un paiement, à chaque fois que vous consultez votre application mobile, etc., etc., c'est de la data, c'est de la donnée, c'est de la métadonnée qui peut être tracée à des fins d'amélioration des services, etc. Et donc, cette donnée, qui dit donnée, doit être protégée, elle doit être traitée de manière sensée pour garantir le respect de la vie privée des utilisateurs et des utilisatrices. Donc, nous fournissons à nos clients des logiciels et des services qui suivent ces réglementations et qui permettent aux différentes institutions financières marocaines de fournir eux-mêmes à leurs utilisateurs finaux des services qui sont compliant par rapport à cette loi. C'est important. Et puis, n'oublions pas non plus que ces lois sont des lois qui évoluent avec le temps, parce que chaque loi se doit d'être adaptée à son temps. Et par exemple, on parle de plus en plus du droit à l'oubli, avoir la possibilité de dire, au bout d'un certain temps, je souhaite que mes données soient effacées, parce que je ne suis plus client ou cliente de cette institution, je souhaite que mes données soient effacées. Et donc, nous avons la chance de travailler comme je l'ai dit, en introduction dans 90 pays dans le monde avec 456 institutions financières qui sont nos clients. Donc, nous avons la possibilité de prendre les bonnes pratiques des différentes régions, que ce soit, donc, on parle de RGPD, c'est donc l'Europe, mais également des réglementations d'autres continents, et donc de pouvoir les intégrer dans notre logiciel de façon à pouvoir fournir, nous l'espérons, les meilleures pratiques pour les institutions financières qui nous font confiance. Vous avez également parlé donc de la PSD2, DSP2 en français, la directive sur les services de paiement, qui est aussi une directive européenne qui a commencé à être mise en place en 2019 dans sa seconde version. Elle est liée en fait à l'open banking. Je voulais revenir sur l'open banking en quelques mots. C'est le principe de redonner le contrôle aux clients finaux, aux utilisateurs finaux, l'accès à la donnée et aux services. C'est-à-dire, en tant que moi, client,
je peux dire que je fais confiance à une institution tierce qui n'est pas une banque pour pouvoir opérer des opérations sur mon compte bancaire. Donc, ça peut avoir des cas d'usage très divers. Je peux, par exemple, avoir une fintech qui est un agrégateur de comptes. Supposons que j'ai des comptes dans 2, 3 banques. Et je vais faire confiance à une fintech pour qu'elle aille agréger les informations sur ce compte et me donner des informations, des conseils sur l'ensemble de ces comptes. Pour ça, il faut que cette fintech puisse aller consulter les informations sur mes comptes, et donc qu'elle ait de manière sécurisée, récupérer de manière sécurisée l'historique de mes opérations de paiement et de transfert auprès des banques chez qui j'ai des comptes bancaires. Mais ça peut être également des opérations, ce qu'on appelle des opérations en écriture, en exécution. Donc, ça peut être par exemple un wallet qui va souhaiter fournir un moyen de paiement électronique et qui va se baser sur le compte bancaire en tant que source de fonds. Et donc, naturellement, on n'est pas, comment dire, ce n'est pas open bar. N'importe quel Je crois qu'on a un bancaire de tous les comptes des gens qui vont me faire confiance. Évidemment, il faut avoir pignon sur rue, il faut avoir des agréments, il faut fournir des garanties. À partir du moment où on manipule de l'argent qui n'est pas le nôtre, on ne peut pas le faire simplement en remplissant un formulaire, en disant je vous promets, croix de bois, croix de fer, je suis quelqu'un de sérieux, faites-moi confiance. Donc il y a des garanties, il y a des agréments qui doivent être obtenus. Et donc c'est pour ça que la DSP2 a ouvert ses services à ce qu'on appelle des établissements de paiement en Europe, pour pouvoir permettre l'accès aux comptes à des entités tierces. Côté Maroc, nous avons Abdelatif Jouari, le wali de Banque Al Maghrib, qui a indiqué il y a quelques années avoir mis en place une task force sur l'open banking. Évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps et qui ne doit pas être rushé, parce que qui dit sortie de la donnée, qui dit exécution d'une opération de paiement pour le compte d'une personne tiers, dit qu'il faut que ça soit fait de manière clairement sécurisée. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, à travailler dans des réunions de l'Association française d'établissements de paiement. Donc, c'était lors de la mise en place de cette DSP2 en France, avec donc d'un côté les banques et de l'autre côté les établissements de paiement qui souhaitaient donc avoir accès, comme la loi européenne leur donnait le droit au compte. Et c'était des réunions sans exagérer, c'était parfois la foire d'empoigne. Je suis désolé si j'ai la FEPAME qui est avec nous aujourd'hui, mais c'est la réalité. Et ce qui était marrant, c'est qu'on avait d'un côté les banques et de l'autre côté les établissements de paiement, pour certains qui étaient des filiales de banques, mais on avait les banques qui souhaitaient garantir la donnée de leurs clients et donc souhaitaient fournir des cas d'usage qui parfois pouvaient paraître restrictifs, c'est-à-dire que par exemple les banques exigeaient que tous les 90 jours, l'utilisateur final, le client, re-rentre l'identifiant et le mot de passe de son compte bancaire pour vérifier que c'est bien la bonne personne et que ce n'est pas une nouvelle personne qui a accès. Évidemment, c'était quelque chose qui était une contrainte très très forte et qui pouvait casser carrément le modèle d'affaires de ces établissements de paiement. Donc c'était beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations, parce que la DSP2 est une loi européenne qui était plutôt haut niveau, c'est-à-dire qu'elle disait qu'il fallait ouvrir l'accès données, mais elle ne disait pas forcément comment, sous quel protocole, elle ne rentrait pas dans les détails. Et donc évidemment, chacun avait une lecture assez différente de cette réglementation, une lecture chaque entité avait la lecture qui l'arrangeait. Et donc ces réunions étaient effectivement assez intéressante, c'est le cas de le dire. Au Maroc, on a déjà une première étape. On pourrait une première étape concernant l'open banking, c'est l'ouverture en 2016 de l'accès aux services aux établissements de paiement, et même le lancement en 2018, je l'ai mentionné il y a quelques minutes, de Maroc Pay, cet écosystème de paiement qui permet aux banques d'un côté, aux opérateurs téléphoniques mobiles et aux institutions financières de type établissement de paiement d'avoir un écosystème interopérable de paiement et de transfert instantané. Et les banques et les établissements de paiement peuvent également avoir ce qu'on appelle des agents principaux qui vont pouvoir opérer pour leur compte. Et donc, évidemment, tous ces nouveaux acteurs doivent être sensibilisés à l'accès aux services de manière sécurisée. Parce qu'encore une fois, j'en reviens à ça, à partir du moment où vous manipulez de l'argent pour le compte de quelqu'un d'autre, vous devez fournir pignon sur rue, fournir des garanties pour pouvoir le faire de manière sécurisée. Et nous recommandons à nos banques partenaires qui commencent à ouvrir leurs API, les API, c'est ce qu'on va appeler leurs fonctions, leurs services à ces entités tiers, de le faire
de manière proactive et de le faire de manière sécurisée. Nous fournissons, tout un ensemble de services, je l'ai mentionné tout à l'heure, de logiciels qui sont security by design, qui sont sécurisés via les meilleures pratiques de la place dès leur conception. Et nous n'avons aucun doute que dans le futur, les fintechs et les banques travailleront davantage pour fournir de meilleurs services aux clients finaux. Alors, c'est simple, je comprends mieux maintenant là, les enjeux réglementaires, mais quels sont les avantages et les risques associés à l'externalisation des services bancaires et des opérations de traitement de paiement et comment, bon, vous avez commencé à nous le dire, comment HPS garantit-elle la sécurité des données dans ce contexte? Là, je crois que, parce que le temps nous étant un peu compté, mais voilà. Mais quels sont les avantages de passer par ces tiers, si je puis dire, par ces fintechs? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, HPS est un processeur. Nous fournissons du payment as a service pour nos clients, que ce soit les banques ou les fintechs. Et effectivement, la question se pose des risques. Pour l'anecdote, il y a une dizaine d'années, parce que moi ça fait plus de 12 ans que je travaille, que j'ai le plaisir de travailler dans le royaume marocain. Il y a une dizaine d'années, l'intégralité des directeurs de services d'information, des directeurs et des directrices de services d'information marocains souhaitaient complètement que tout se fasse, tous les services soient exploités directement dans leur propre système d'information, ce qu'on appelle le on-premise. Personne ne souhaitait déléguer dans le cloud. Il y avait des craintes qui étaient très très fortes. Qu'est-ce qui va se passer sur la donnée? Qu'est-ce qui se passe si le système tombe, etc., etc. Aujourd'hui, je pense qu'il n'existe probablement pas une institution financière au monde qui n'ait pas à minimum une partie de ces travaux qui soient effectués via un système tiers. Parfois une toute petite partie, certaines sont complètement externalisées. Et donc effectivement, comme dans tout service externalisé, les gains sont à regarder du côté de tout ce qui est le maintien en conditions opérationnelles, c'est-à-dire la garantie de la disponibilité constante du service, le fait que le service ne soit pas down. Évidemment, le maintien en conditions de sécurité, on l'a dit depuis le début de ce webinaire, la sécurité et les risques de cyberattaque sont permanents, quelle que soit la taille de l'entreprise. Encore plus lorsqu'on manipule de l'argent. Et évidemment, la partie facturation, c'est-à-dire que les modèles de facturation en pay as you go, c'est-à-dire le fait de pouvoir payer uniquement ce qu'on consomme est quelque chose d'important. Avoir plus d'OPEX et moins de CAPEX, avoir des durées d'engagement variables est quelque chose d'intéressant pour les banques et pour les fintechs. Avoir de l'expertise, du conseil, de l'accompagnement permanent et avoir aussi un service qui nous est rendu, qui est amélioré de manière continuelle. Avoir pour le même prix plus de services avec le temps est quelque chose qui est important. Les risques, évidemment, il faut savoir que les clients restent propriétaires des données, notamment des données à caractère personnel. Donc, les banques restent propriétaires des données qu'elles nous confient. Donc, elles doivent s'assurer de ce contrôle. Évidemment, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, le fait d'externaliser ne supprime pas totalement ces risques-là. Cependant, HPS Payment Services, donc notre entité qui processe ces services pour le compte d'autres institutions financières, est certifiée. J'ai parlé de la certification PCI SSF pour le développement logiciel. Nous sommes également PCI DSS pour l'exploitation de ces logiciels. Nous sommes également ISO 27001, c'est tout ce qui est la certification liée à la gestion des risques, liée à la sécurité des données. Et pour une anecdote, parce que je vais essayer d'être rapide, notre DSI me disait il n'y a pas très longtemps que les infrastructures de HPS recevaient de manière quotidienne plusieurs centaines de tentatives d'intrusion. Donc ça c'est ce qui concerne les pare-feux, donc les pare-feux qui reçoivent en permanence tentatives d'intrusion. Évidemment, la cybersécurité, ça ne se limite pas à ça. Nous recevons de manière permanente, et moi-même, il m'arrive également de recevoir des emails qui sont vérolés, qui contiennent des virus ou qui contiennent des liens vers des sites mal intentionnés. Et je ne parle même pas des tentatives, d'autres types de tentatives, telles que les tentatives de fraude au président, que nous recevons de manière régulière également. Donc, garantir la sécurité des données, et même lorsque nous opérons pour le compte de tiers, est évidemment quelque chose de critique, et nous efforçons de suivre les meilleures choses. Pardon. À ce propos-là, quelles sont les tendances émergentes en matière de sécurité cybernétique, et
dans le secteur bancaire, évidemment, c'est notre sujet. Et comment HPS Maroc anticipe-t-elle ces évolutions pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses clients? Alors, je vois qu'il me reste 2 minutes, je vais essayer d'être rapide. Je voulais parler d'un petit cas d'usage, l'ouverture de comptes à distance. Malheureusement, suite à la pandémie du Covid, ce besoin d'ouvrir des comptes bancaires, des comptes de paiement sans avoir à se déplacer en agence est devenu important. Aujourd'hui, il reste là parce que, bah, évidemment, la vie étant ce qu'elle est, nous ne pouvons pas systématiquement nous déplacer en agence. Et ouvrir un compte à distance, bah, c'est plein d'opérations. C'est scanner une pièce d'identité avec une webcam, c'est faire ce qu'on appelle une vérification du vivant. Vous savez, c'est se présenter devant la caméra, sourire, tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite. Et évidemment, suite à l'émergence de ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire toutes ces méthodologies d'intelligence artificielle qui réussissent à partir d'une simple photo à recréer un modèle 3D de votre visage, qui sont année après année, suite à l'augmentation de la puissance de calcul de plus en plus meilleure, malheureusement, fait qu'il est complexe d'avoir des solutions d'ouverture de compte à distance qui restent sécurisées. Nous fournissons, HPS fournit des solutions certifiées via des partenaires de confiance, mais évidemment, ce sont des contraintes qui sont complexes. Et évidemment, j'en profite d'ailleurs pour encourager tous les participants et toutes les participantes à ce webinaire à faire extrêmement attention à leurs données d'identité, au scan de pièces d'identité, etc., à ne pas les transmettre à n'importe qui et les stocker de manière sécurisée, parce qu'avec une simple photo aujourd'hui d'une résolution suffisante, on est capable de faire, enfin, les pirates, nous, non, mais les pirates sont capables de faire des choses malheureusement extrêmement puissantes. On a parlé également tout à l'heure de tout ce qui est open banking, Maroc Pay, l'émergence des fintech. Évidemment, tout ça, c'est tout un nouvel écosystème d'entreprises qui souhaitent désormais s'équiper en services financiers. Évidemment, il faut leur fournir des services financiers qui sont adaptés à leurs besoins. Le payment as a service est totalement adapté pour ces entreprises qui souhaitent avoir le moins de capex, quitte à avoir un petit peu plus d'opex. Donc nous suivons ça de très près, et nous sommes partenaires avec pas mal de fintech au Maroc et notamment l'association des fintech marocaines. Les réglementations évoluent. Vous me demandiez l'émergence de ces évolutions. Les réglementations évoluent. On a l'ISO 27002, le NIST en 2024, PCI DSS qui va sortir dans sa 4e version cette année. Mais également, nous faisons également beaucoup de veille technologique, que ce soit sur, tout le monde a entendu parler de la blockchain, je ne vais pas en reparler, tout ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, et également ce qu'on appelle également le chiffrement homomorphique. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais bon, merci. Ces tendances-là. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Merci. Au moment du débat, on aura sans doute d'autres questions. Donc bon, là, on a eu la loi et la réglementation. On vient avoir la vision de quelqu'un qui est plutôt dans on pourrait dire l'infrastructure de la cybersécurité financière. Donc maintenant, on va arriver au cœur du métier, si je puis dire, au cœur du métier bancaire, avec Madame Neza Losbi, qui est responsable du département sécurité informatique de Bank of Africa. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est face à des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées, ça vient d'être dit, quelles sont les stratégies innovantes qui sont déployées par les banques pour renforcer leur sécurité numérique? Allô? Bonjour, vous m'entendez? Allô, oui? Oui, voilà, je Oui, vous entends. bonjour tout le monde et je vous remercie pour l'invitation. Merci à participer. Ah, c'est bon? Parfait. Donc, je vous disais bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, merci pour l'ensemble des participants et merci pour le riche débat qu'on vient d'entendre, les différents sujets. Ramadan Mubarak Saïd. Donc, pour revenir à votre question et pour répondre à votre question, effectivement, au cours des dernières années, l'évolution des besoins induits par la transformation digitale devient une préoccupation croissante pour le secteur bancaire. Face à des menaces numériques de plus en plus sophistiquées, donc, les banques déploient des stratégies de sécurité numérique pour renforcer la sécurité. En effet, un ensemble des actions et de mesures ont été menées, telles que la mise en place de programmes de gouvernance robustes, définissant des politiques de sécurité claires et des cadres de conformité stricts.
Elle inclut également l'investissement dans l'adoption de technologies avancées, de surveillance proactive et de détection des menaces. Ces outils technologiques, elles renforcent davantage nos centres d'opération de sécurité, nos SOC, dédiés pour surveiller en permanence les menaces et répondre rapidement aux incidents de sécurité. Parmi les mesures aussi, on peut citer aussi le renforcement de collaboration, comme M. Moussa a dit, le renforcement de collaboration avec d'autres institutions financières, que ce soit avec les autorités aussi réglementaires, avec les organismes de cybersécurité. En effet, cette collaboration favorise une approche collective pour lutter contre les cyberattaques et renforcer la résilience du secteur financier dans son ensemble. Bien évidemment, les banques intègrent la sécurité dès la conception de leurs produits et services numériques, adoptant ainsi une approche proactive pour anticiper et contrer les menaces potentielles. En combinant ces éléments, je vais essayer de faire des réponses un petit peu courtes pour pallier le temps qui reste. Donc, en combinant ces éléments, les banques créent une stratégie de sécurité numérique proactive visant à protéger leurs actifs, leurs clients, leur réputation et dans un environnement numérique en constante évolution, bien sûr. Monsieur Motala, je pense que vous êtes en mute. Je pense que vous entends pas. Ah, voilà, c'est ça. Merci. Voilà, pardon, merci. Voilà. Merci. Voilà, alors je reprends la question. Oui. Comment Bank of Africa garantit-elle la sécurité des données des clients dans un contexte de numérisation croissante des services, contexte qui est donc tendu pour la sécurité, vient de nous expliquer Monsieur Rayan. Effectivement, en fait, la sécurité des données de nos clients est une préoccupation majeure de Bank of Africa. Donc, la banque a établi des politiques claires de confidentialité et de protection des données, garantissant ainsi que les informations des clients sont traitées de manière sécurisée et conforme à la réglementation en vigueur. Donc, l'ensemble des réglementations, elles sont respectées et permettant de protéger les informations sensibles de nos clients. Parmi aussi nos différentes mesures mises en place, on peut citer aussi l'utilisation de protocoles de cryptage avancés afin de sécuriser les transactions en ligne. On peut citer aussi la mise en place de pare-feux et des systèmes de détection d'intrusion pour prévenir les cyberattaques. On peut aussi citer la réalisation régulière des audits pour garantir la conformité aux bonnes pratiques et aux normes de sécurité les plus strictes, sans bien sûr oublier la mise en place des systèmes de surveillance en temps réel pour détecter les activités suspectes et réagir rapidement en cas de menace potentielle. Bank of Africa investit également sur le capital humain via des programmes de formation et de sensibilisation de son personnel. Cela nous aide à renforcer la culture de la sécurité au sein de l'organisme et développer un mindset lié à la sécurité et à la protection des données de nos clients. Donc, en tant qu'institution financière responsable, Bank of Africa s'engage à protéger la confidentialité et l'intégrité des données de ses clients. Alors, merci. Ouais. Et quelles sont les initiatives en matière de cybersécurité pour protéger vos clients contre les menaces numériques? Pour protéger nos clients contre les menaces numériques, la banque met en œuvre diverses initiatives de cybersécurité. Donc, il s'agit par exemple sur des initiatives technologiques. On va citer par exemple l'investissement dans des systèmes avancés d'authentification multifacteur, renforçant ainsi la sécurité des accès aux services en ligne. Également des solutions de détection de menaces alimentées par l'intelligence artificielle pour anticiper et contrer les attaques. Comme on vient de citer, en plus des formations internes pour sensibiliser le personnel aux risques de sécurité et garantir une réponse efficace au cas d'incident, on a aussi mené des initiatives envers nos clients et on a réalisé plusieurs initiatives telles que la réalisation des campagnes éducatives de sensibilisation aux risques, la diffusion des lignes directives sur les bonnes pratiques de sécurité en ligne. Donc, la banque, elle s'efforce de fournir un environnement numérique sûr et fiable pour nos clients, tout en restant à l'avant-garde, bien sûr, des défis posés par la digitalisation de nos services.
c'est pour cela qu'on mène différentes actions, que ce soit techniques, technologiques, pour protéger notre SI, mais aussi on travaille davantage sur la sensibilisation, que ce soit interne, mais aussi on a commencé à travailler sur la sensibilisation de nos clients pour les sensibiliser davantage sur les risques liés à la digitalisation de nos services. Et alors, à votre avis, est-ce qu'on dispose au Maroc d'une offre satisfaisante en termes de cybersécurité? Au Maroc, l'offre en matière de cybersécurité, elle a connu une progression significative ces dernières années pour répondre aux besoins croissants, comme on a dit, de protection des données et systèmes d'information. En effet, de nombreuses entreprises spécialisées proposent désormais une large gamme de services de cybersécurité, notamment des services de solutions de protection contre les cyberattaques, des cabinets d'audit de sécurité, des services de surveillance et de détection d'intrusion, ainsi que des formations en sensibilisation à la sécurité adaptées à nos besoins. De plus, comme M. Moussa vient de citer, différentes actions gouvernementales ont été menées pour renforcer l'écosystème de cybersécurité, que ce soit, comme M. Moussa a cité, à travers l'établissement de stratégies, des directives de loi en matière de cybersécurité, des directives, des lois, la création des systèmes de veille, la mise en place de programmes de sensibilisation, de cyberdrill, des formations spécialisées et la création et le renforcement des collaborations à l'échelle nationale et internationale. Bien évidemment, il y a toujours des défis à relancer et à relever. Donc, notamment en termes de sensibilisation, comme on a dit, de public, d'adoption généralisée de bonnes pratiques de sécurité et de coordination entre les acteurs, entre les différents acteurs, que ce soit privé ou public, pour assurer une sécurité numérique optimale. Mais avec ces dynamiques positives et un engagement accru à investir dans la cybersécurité, il me semble que le Maroc est bien positionné pour répondre aux défis de sécurité numérique et pour offrir une protection efficace dans un monde de plus en plus connecté. Et merci beaucoup pour cette analyse concise et très claire. Alors, je vais peut-être poser mes questions à Monsieur Martin. Donc, je vais les poser en français et dans une petite minute. Je vais les poser en français et puis il y aura une traductrice qui lui traduira les questions. Monsieur Martin, vous êtes responsable de la cybersécurité et directeur chez Templar Executive et Maritemex. Alors, comment voyez-vous l'évolution du Maroc dans ce domaine? So, Mr. Martin, thanks again for being with us. You are Director of Cybersecurity Operation and Director Templar Executives. First question for you, how do you see Morocco developing in this area? Good afternoon, everybody. Apologies for speaking in English. I'm learning French, and I'm still got to get some confidence in speaking French. So, in the last 6 months, there has been a 238% increase in cyber attacks globally. Morocco, like all other nations, are on this continuous journey with reducing cyber risk, especially in the finance sector as digitization progresses. It's clear that legislation is in place, and as spoken by our colleague this morning, the DGSI is continually developing an enactment strategy, and as announced in February, Morocco is preparing a new cybersecurity strategy which focuses on improving the resilience of cyberspace across the kingdom. But like all other nations, the challenge will come as Morocco continues to focus on that digital transformation. So Morocco Digital 2030 will indeed ensure that digital transformation will progress, but the cybersecurity maturity must increase at the same, if not more of a rate,
to ensure that transformation does not introduce more cyber risk and ultimately more financial risk to the sector. I think what is pleasing to see is that there is a clear understanding that the human element of cybersecurity is fundamental, and all of our colleagues have mentioned this morning. It's fundamental in the success of public policy, and it is recognised that really this has to be that first line of defence. So I think overall Morocco is continuing its journey to make digitisation and the finance sector a safer place. Thank you. Alors, quelles sont les mesures pour protéger les institutions financières et leurs clients? Quels sont les risques pour une entreprise? Sorry, was that the question? Yeah. Yeah. So second question for you, Mr. Martin. What are the key measures to protect financial institutions and their customers? And what are the risks for our company? Merci beaucoup. So I think clearly there are three key aspects in reducing cyber risk to financial institutions. Firstly, there are the technical solutions that Monsieur Rounds has spoken about. These are the interventions and control measures that tend to be focused on by businesses and organisations. Secondly, there is the development of the processes, the policies, the information asset ownership structures within the business. And then finally, you have the people, the human aspect. Those comprehensive training solutions need to be developed, meaning the training for top-level leadership across the business, right the way down to the whole workforce across the business, including, more importantly, the supply chain aspects need to be developed in relation to training. The latter two are key because 95% of cyber breaches are due to the human factor. That, of course, doesn't mean that we allocate 100% of funding to the human factor, but what it does mean is that there has to be a substantial investment into the training of not just leadership, but indeed the whole workforce. And this has been spoken about by colleagues this morning. We have to remember that cybersecurity is not binary. It is not a case that we have protection or not. Reducing cyber risk is a moving feast, and therefore we must continually review and reinvest in the people, the processes, and the technology of the business. And it's this continual assessment of cyber risk which is important if we need to reduce our individual and business threat footprint. So if you take each of these in turn, starting with technology, the technical solutions tend to take up substantial investment. It's these technical solutions that I believe have reduced the breaches due to technical intrusion to an average of 5% globally. With technical solutions, we identify the technology that needs the protection, the facial recognition that our colleagues speak about, and then we deploy the appropriate solution. The challenge here is that cyber criminals are constantly evolving, and therefore we need to keep on top of this with the event detection. We need, as Monsieur Moussa said, we need learning communities that work together in terms of identifying the threats and communicating these across the ecostructure of the financial sector, and indeed the critical national infrastructure as well, because that is a key target. We also need to understand how we can extend these threat alerts and communications across all businesses within Morocco, particularly the ones that supply
services to the financial sector. Secondly, the processes that we employ to reduce cyber risk, we need to look at these. Our people need structure and clear expectations from leadership. Policy tends to supply this. However, there's a big range of effectiveness in relation to information governance policy. So a key risk is having ineffective policies in place. Best practice policies need to be implemented across all aspects of information governance. Policies that are easily readable and of an appropriate length. Policies of 50, 60 pages are not going to be read. They don't give the structure. So policies that are well organized and concise will be read and understood, therefore more effective in reducing cyber risk. And the other aspect alongside this is we have to ask ourselves, what information governance structures do we have in place across our financial institutions? So cybercrime and breaches happen primarily to disrupt a business or to steal data that can be used to generate money, whether that's from a political sense or in terms of cybercrime. Finance deals in money and financial assets, and therefore with the right attack, cyber criminals can directly access these financial assets. So effective information asset governance structures will ensure that the process of protecting our data assets and entry points into systems can be the very best that it can be, and directly impacts that third key risk, which is people. And that third key risk is probably the most under-resourced by organisations. And when you take into account the 95% of breaches are caused by people, if we have the right information governance leadership structures in place and training, we can then look at this training to be provided to individuals. And quality training at an individual level is key to reducing that cyber risk, as Madam Osby has just said. This leads on to that leadership element of cyber risk. Leadership is simple, really. It's about knowing where you're going, how you're going to get there, and bringing people with you. And if you look at the training provided to these individuals, we can then make sure that the quality training at an individual level is reducing that cyber risk. The cybersecurity culture of an organisation, again something which has been discussed this morning, is probably the single most important control measure to get right. So cultural change, of course, needs that leadership and education to promote that understanding. Everyone from the janitor to the top level leadership needs cybersecurity training that's relative not only to the tasks of their particular leadership, but also on how to implement simple cybersecurity cultural change and understanding of the risks. So I think those are the key risks to the business. Alors, merci beaucoup. Thank you very much. Les chefs d'entreprise, à votre avis, est-ce que les chefs d'entreprise sont-ils suffisamment conscients de l'importance de la cybersécurité pour leur entreprise? Et qu'en est-il de la formation de cadres et d'ingénieurs spécialisés en cybersécurité? So, Mr. Martin, following on from what you just said about leadership and communication, for you, are companies' directors sufficiently aware of the importance of cybersecurity for their businesses, at least in Morocco? And what about the training of managers and engineers? In simple terms, no. I think this is something that really needs to be focused on, because as I said earlier, it's the people who are responsible for 95% of cyber breaches. So we really need to drive that cultural change and highlight cyber risk, but also develop those effective controls to reduce the risk. And as we all know, cultural change has to be driven from the top. So in our experience, both within Morocco and globally, many directors do not see cybersecurity as a key risk.
cybersecurity is the top business risk globally. Financial risk is definitely understood at the top levels of leadership within the sector. So therefore, directors can discuss effective business controls and allocate resources to reduce the financial risk. With cybersecurity, executive understanding is not generally well developed. Therefore, directors are unable, or executives are unable, to have the right understanding or data on which to have discussions and make some of the business decisions that need to be made. Cybersecurity needs to be at the same level of understanding as all other business risks. Cybersecurity is just another business risk. So investing in board level and leadership training is key. This way, that will allow directors to make informed choices when faced with decisions, particularly with resources around cyber risk. So essentially, top-level board training is absolutely key if businesses are to reduce cyber risk. This then leads to the second part, I think, of that question, that if key managers and leadership also do not understand cybersecurity, then how can they advise the board around cyber risk? So senior information risk owners, CIROs as we would call them, they need to understand their role and accountability. After all, it's those information governance leaders that the board delegate the risk to. Information asset owners, people who know those assets, they need to understand their role in protecting information assets. And additionally, their role, which is quite key here, in producing that cultural change that's needed. Because they are the individuals who are closest to the assets. They know how the assets are used. They know who has access to them. They know how they are moved around the business. And they have the closest relationships with the staff teams. They're those individuals that can drive that cybersecurity cultural change that we've been speaking about this morning. And then you have those specific or those specialist roles, things like procurement, understanding the threat from the supply chain and how to mitigate these threats. HR, resource humane, understanding their role in recruitment, training and the access controls that need to be across the business. So HR are key within that. And then you've got the technical teams that need to be able to communicate to leaders and the workforce in a common language which is understood. And training is key to all of these things. So all these key roles need specialist training and investment. It's only when the whole organization is working in harmony around holistic cybersecurity, which is the people, the processes, and the technology, that you will substantially see cybersecurity cultural change, and then ultimately a reduction in the cybersecurity risk that we're all concerned about. Thank you very much. Quels sont vos projets pour le Maroc? So last question for you, Mr. Martin. What plans do you have for Morocco? So Maritimex is a Moroccan business, and we've been supporting both government and businesses in Morocco for nearly 3 years now. We're currently working with government departments on understanding the challenges with digitization and its relationships with cybersecurity risk. I think it is fair to say that we are passionate about supporting businesses and government in Morocco to further develop that cybersecurity resilience, especially in the key sector of finance. We're also partnering with a major Moroccan IT company, and that will be announced formally soon. But this will allow that partnership to support many more businesses and integrate cybersecurity into IT solutions that our partner company currently provides across Morocco. So there's certainly exciting times ahead there. But through Maritimex, we can provide technical security solutions.
including portable technology to use in a cyber recovery situation. That, you know, we're globally renowned for our cyber security training at all levels. So the Maritmex difference is making all of this understandable. So our plans to work further with governments and businesses is certainly something that we will focus on and aim to get the maximum impact for businesses and individuals that we engage with around reducing cybersecurity risk. So we're currently working with the government departments, education, the finance sector to provide, I suppose, that very best support that ultimately will make Morocco more resilient to cyber attack across all levels of society. So our plans are focused on the continuation of these relationships and supporting Morocco and the businesses in any way that we can. Yes, exciting times ahead. Thank you. Thank you very much, Mr. Martin. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On va passer à une partie questions-débat, donc les questions des auditeurs. Alors, il y en avait une pour Monsieur Mohamed Moussa, qui était comment l'État peut-il agir pour transférer les recherches en technologie numérique de l'université vers les entreprises, donc des ressources universitaires, donc marocaines ou plus larges, j'imagine, puisque l'université, par définition, c'est universel, vers les entreprises. Et donc, évidemment, la question s'adressant à vous, ce sont les entreprises marocaines qui sont les premières concernées. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien attirer votre attention que le ministère de la Transition numérique, de la réforme de l'administration, depuis sa création, c'est un département ministériel rattaché directement au chef de gouvernement, dû l'importance par le gouvernement à ce sujet de digitalisation et transformation digitale. Ce ministère a signé dernièrement une convention avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, donc pour augmenter le nombre des doctorants en matière du doctorant aussi et les diplômés en matière de transformation digitale, surtout dans le nouveau domaine sur la cybersécurité, sur la blockchain, sur aussi l'intelligence artificielle. Il y a un nouveau domaine d'importance pour les entreprises, aussi pour l'État. Donc, c'est un point important aussi que l'État et le gouvernement peut contribuer à la recherche et bien sûr vis-à-vis de l'entreprise bénéficieront de ces talents, de ces jeunes diplômés ou bien aussi pour les personnes qui ont des doctorants. Donc, c'est un aspect dans lequel le gouvernement marocain contribuera à cet aspect de recherche, dans la contribution des diplômés et de la recherche. Et les personnes qui ont des doctorants perçoivent actuellement un montant de 7 000 dirhams par mois. C'est comme un salaire pour encourager ces personnes de leur contribution à la recherche qui, bien sûr, sûrement, qui bénéficiera aussi pour l'entreprise, aussi que pour le secteur public. Merci beaucoup, Si Mohamed Moussa, pour votre réponse. Alors là, j'ai une autre question qui est pour Monsieur Gilles. Alors, quelle garantie a-t-on comment garantir le e-payment face à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les cybercriminels? Quelles sont les garanties? Quels sont éventuellement les outils ou l'état de la recherche sur ces outils de protection? Très clair. Je vous remercie pour cette question. Alors effectivement, on l'a dit, c'est un jeu permanent du chat et de la souris entre les entités pirates qui cherchent à récupérer les données de la carte, à effectuer des opérations frauduleuses, à vider les comptes bancaires des citoyens et des citoyennes, et les banques, les institutions financières et les sociétés éditrices et opératrices telles que HPS. Et naturellement, l'émergence, il y a maintenant un peu plus d'un an, des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle n'a pas hébergé il y a un an, bien entendu, hein, c'est juste une nouvelle version, une nouvelle itération, de nouvelles améliorations
sur des techniques qui existent depuis quelques années. Donc ces émergences-là font qu'on a de nouveaux types d'attaques sur tout ce qui est fraude, notamment fraude, comme vous l'avez dit, sur le paiement électronique. Donc à cet effet, nous et nos partenaires, nous fournissons des solutions, chose assez drôle, parfois elle également basée sur de l'intelligence artificielle, pour réduire ces risques de fraude. La fraude qui était effectivement, il y a peut-être une dizaine d'années, principalement basée sur les opérations qui étaient effectuées en face à face, et maintenant principalement effectuées sur des opérations de commerce électronique. Alors face à ça, il y a déjà les bonnes pratiques. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la sensibilisation à la population des bonnes pratiques, ne pas partager les informations de sa carte, ne pas envoyer par message personnel les informations de sa carte, ne pas, lorsqu'on va payer chez un marchand, présenter soi-même sa carte et ne pas donner la carte à une personne tierce qui pourrait partir et revenir plus tard avec la carte des terminaux de paiement électronique. Et évidemment, l'un des autres risques, c'est les tentatives, ce qu'on appelle les tentatives de phishing, c'est-à-dire lorsque vous recevez un email qui est frauduleux et effectivement, l'intelligence artificielle fait qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, quand on recevait ces emails, on voyait tout de suite que ce n'était pas un email qui était émis par sa banque parce qu'il était rempli de fautes d'orthographe, parce que les images qui étaient dessus n'étaient pas bonnes, parce que l'email était mal écrit, les éléments au mauvais endroit. Mais avec les traductions automatiques, avec toutes ces améliorations-là, ces emails ressemblent de plus en plus aux emails réels. Et c'est pour ça que les banques aujourd'hui sensibilisent leurs clients et leurs clientes en leur disant nous ne vous appellerons jamais pour vous demander de nous donner votre code PIN. Nous ne vous appellerons jamais pour vous demander de nous donner votre numéro de carte. Les banques sensibilisent également parce qu'il y a d'autres types d'attaques où quelqu'un vous dit je vais vous faire vous pouvez être bénéficiaire d'un remboursement, vous devez juste me donner le code que vous avez reçu sur votre téléphone et vous allez être remboursé de tel montant. Donc les banques sensibilisent aussi en disant attention, les codes qu'on vous donne là, ce ne sont pas des codes pour des remboursements, mais les codes pour des paiements. Donc la sensibilisation est quelque chose d'extrêmement important. Mais à part ces éléments-là, la fraude, en tout cas à date, n'a pas encore évolué de manière significative. Les types de fraude n'ont pas évolué de manière significative par rapport à celles qui existaient il y a 2, 3, 4 ou 5 années. Donc j'aurais tendance à dire évidemment suivre les bonnes pratiques et ce que les institutions financières continuent à évangéliser et à sensibiliser leurs clients me paraît la méthodologie la plus efficace aujourd'hui. Merci pour cette réponse. Donc ça c'est clair. Donc le facteur humain, premier facteur de risque. Vous êtes tous d'accord avec ça, là, tous les opérationnels. Vous nous rappelez tous ça, vous insistez beaucoup. Madame Neza, quelles sont les mesures prises pour faire face à ces attaques? Donc qu'elles soient encore à l'ancienne façon ou qu'elles se précisent avec les nouveaux outils, et quelles sont les garanties pour les victimes, puisque la victime c'est la banque, mais c'est aussi le client de la banque. Donc est-ce qu'il y a des garanties qui sont offertes? Alors, comme M. Gilles vient de citer, effectivement, il y a plusieurs mesures qui ont été menées par la banque pour déjà détecter et controverser ces différentes attaques, que ce soit par la mise en place de différentes solutions, déjà pour l'identification, donc l'utilisation de protocoles de cryptage avancés, la mise en place de pare-feu, de systèmes de détection, la mise en place d'un SOC sophistiqué pour la détection des menaces, les audits réguliers, bien sûr la collaboration qui est mise en place pour répondre, pour collaborer dans le cas d'incidents et anticiper sur les incidents, les authentification MFA qu'on a ajouté pour les collaborateurs et pour nos clients pour se connecter en ligne, pour renforcer davantage la connexion à nos sites e-banking, tous les messages et les sensibilisations qu'on communique à nos collaborateurs, et comme M. Gilles a dit, on n'arrête pas de sensibiliser nos clients comme quoi jamais la banque va vous demander de communiquer vos authentifiants, jamais la banque va vous demander de nous communiquer vos mots de passe, de nous communiquer via téléphone ou via mail. Ces informations-là sont personnelles, dédiées aux utilisateurs.
et il faut jamais les partager. Donc, en parallèle, bien sûr, on a parlé qu'il y a aussi des formations en interne pour les collaborateurs de la banque. On participe à les cyberdérives qui sont organisées par le gouvernement. Donc, c'est une montée en compétences, que ce soit côté collaborateur, mais aussi côté client, pour être comment dirais-je, pour faire face à toutes ces menaces et surtout pour garantir le client comme quoi l'ensemble des mesures, que ce soit technique, que ce soit sensibilisation, parce que comme vous avez cité, le facteur humain est important et il faudra toujours vérifier l'ensemble des demandes, mettre à jour les outils. Donc, c'est un travail. On va travailler conjointement, nous et nos clients, pour contre-attaquer ces menaces et pour voilà déclarer les incidents. Donc, les mesures sont faites, comme on a dit, que ce soit au niveau banque, mais aussi côté client. Et avec la maturité du client et la maturité des actions qui sont menées, on peut être garant et voilà, qu'on répond à l'ensemble et qu'on peut répondre à l'ensemble de ces menaces. Merci, merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on a une dernière question pour Monsieur Martin, mais je crois qu'elle nous arrivait directement en anglais, donc elle va être posée directement en anglais, Monsieur Martin. So, Mr. Martin, we have one question from one of the participants. How Morocco can benefit from the UK's experience in this field? So, I think the key thing, and it has come across today with the colleagues speaking, is that we need to put more of a focus on that cultural change. So the training, the awareness, the public awareness is something that needs to be focused on. All nations, all countries, as Monsieur Riant said, are playing cat and mouse with this. They are trying to keep ahead of cyber criminals. But having a more holistic approach to cyber security, where you are focusing not just on the technical interventions, but on the processes and the people, is probably one of the key areas where, certainly in critical national infrastructure, the UK has progressed considerably on. The identification of the information assets that sectors hold, making sure that those assets are protected by an owner, someone who understands those assets and somebody who can support the people who use those assets to ensure that the cybersecurity culture around the entry points, with either in systems or through assets, or even through personal use of devices linked into business systems, which is a big problem, particularly with hybrid working now. That cultural change can slowly change the way in which individuals protect a business's assets moving forward, and therefore reduces that cyber risk. So I think that that is something that the UK is certainly is progressing quite rapidly on, and that is in turn causing or creating a cultural change around cybersecurity. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Merci à tous nos participants, Monsieur Mohamed Moussa, Monsieur Gilles Réan, Madame Neza Rosby et Monsieur Martin Rolette, de nous avoir éclairés. Donc voilà, en conclusion, visiblement, c'est d'abord un problème de changement culturel, cultural change, et d'éducation des acteurs et du public. En plus du travail d'ingénierie et de contre-ingénierie pour la protection de la cybersécurité. Merci de vos disponibilités, merci de nous avoir suivis et à très bientôt, je l'espère. Merci à tous et à toutes. Merci tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.
Merci, Monsieur Kalami.